Nous sommes avec vous pour 30 minutes d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. C'est une avancée majeure dans la traque contre les groupes armés. Plus de 70 éléments de la milice CRP, fidèles à Thomas Lubanga, se sont rendus au FARDC avec armes et munitions à Djougou et Irumu. Une reddition massive, fruit des opérations militaires intensifiées par les forces loyalistes. Les détails dans un instant. Et puis vers l'épilogue du procès Joseph Kabila à la haute cour militaire, dans leur conclusion, les partis civils réclament 21,7 milliards de dollars américains qui représentent l'État congolais et 10 milliards de dollars américains pour la partie civile de la province du Nord Kivu. Joseph Kabila passerait-il du statut d'ancien président à celui d'un criminel? Le contenu dans la 4e audience dans ce journal. Enfin, du haut de la tribune de la TICAD 9, Judith Souminois plaide pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Pendant ce temps, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, figure de lutte contre les épidémies, mettait en lumière l'expertise congolaise face à la riposte du Mpox. À suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, et bienvenue aux 20h. J'ai dit tantôt, un nouvel épisode s'est joué devant la haute cour militaire ce jeudi dans un procès historique visant l'ancien président Joseph Kabila Kabange, bien que principal accusé qui a brillé par son absence depuis l'ouverture de la procédure judiciaire. Ce procès s'est ouvert aujourd'hui. Les avocats des partis civils représentant l'État congolais ont exigé aux prévenus le paiement de 21,7 milliards de dollars américains pour la partie civile du Nord Kivu, 10 milliards de dollars américains pour dommages et intérêts. Un récit d'Edith Chala. Nous sommes à la 4e audience dans le procès qui oppose le ministère public représenté par l'auditeur général Likoulia aux prévenus, les sénateurs avis Joseph Kabila Kabange, poursuivi de 8 chefs d'accusation, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dès l'entame de l'audience, les avocats des partis civils, à savoir la République, la province du Nord Kivu et les organisations non gouvernementales, sont passés à la barre pour exprimer leurs prétentions. Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila par opportunité, dans une perspective d'espionner la République démocratique du Congo, selon ses partis civils. Dans un long exposé, Maître Bondo démontre la falsification de l'identité et appelle la Cour à retenir aussi l'espionnage à la liste de griefs contre Joseph Kabila, la collusion avec les forces ennemies, l'enrichissement spectaculaire et illicite et le devoir pour la Cour d'ordonner la saisie de ses biens afin d'indemniser les victimes qui se comptent par millions ont été mises en exergue. Au terme de leur conclusion, les partis civils, la République, réclame l'équivalent en francs congolais de plus de 24 milliards de dollars américains et la province du Nord Kivu revoit ses prétentions à 10 milliards de dollars. Le président de Seyhan, le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalai Tiende, a suspendu l'audience, l'a renvoyé à vendredi 12h avec certainement à l'extrait des rôles les conclusions des partis civils, organisations non gouvernementales. Face aux puissances mondiales réunies à l'occasion de la TICAD 9, la première ministre Judith Souminois a porté haut la voix de la RDC alors que l'instabilité persiste dans la région des Grands Lacs. La chef du gouvernement a plaidé pour une intégration économique régionale fondée sur la stabilité et la coopération. Chimène Dondo et Pompomba. Pas de développement sans paix. Devant les dirigeants du monde réunis à la TICAD 9, la première ministre congolaise Judith Souminois Toulouka a lancé un appel fort depuis la tribune. La stabilité de la région de Grands Lacs est une condition sine qua non au progrès. Dénonçant l'instabilité persistante, elle a salué les efforts en cours et réaffirmé l'engagement de la RDC pour une intégration économique régionale fondée sur la paix et la coopération. En marge de la conférence, Kinshasa renforce ses alliances. L'Égypte a réaffirmé son intérêt pour les méga-projets hydroélectriques du Grand Inga, tandis que la capitale congolaise est invitée à l'inauguration du Grand Musée du Caire, un geste fort de rapprochement culturel. Lors d'une rencontre bilatérale entre son homologue ivoirien Robert Mambé, Judith Souminois Toulouka a annoncé la tenue prochaine d'une commission mixte
envie de dynamiser les échanges dans des secteurs stratégiques comme l'environnement, l'énergie et l'agriculture. Autre moment fort, la rencontre entre Judith Souminois et la directrice Afrique du PNUD, Haouna Eziakonoa. On a échangé sur la situation à l'est de la DRC et puis on a félicité le gouvernement pour ce qu'ils sont en train de faire pour les populations. Et effectivement, on sait qu'avec la paix, on a félicité le gouvernement aussi pour l'accord qui vient d'être signé. Et on sait qu'avec les déterminations du gouvernement, on va pouvoir aider avec le PNUD les populations qui sont retenues. Les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, faire de la relance socio-économique en RDC. Et dans cette même dynamique de partenariat renforcé, le professeur Jean-Jacques Muyembe, directeur général de l'INRB, a aussi partagé son expérience congolaise dans la riposte contre les Mpox. Il s'est adressé aux partenaires internationaux dans le secteur privé japonais. Un reportage de Patti Tondwango. Pour ces panels santé de ce jeudi 21 août 2025, il était question de partager tous les aspects, c'est-à-dire état des lieux, défis et efforts déployés en Afrique et au Japon dans la promotion de l'innovation et des partenariats pour la surveillance et la riposte des épidémies post-Covid-19. Parmi les panélistes, le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo de la riposte contre les Mpox avec une nouvelle donne épidémiologique, la transmission par voie sexuelle. Le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe a parlé des différents systèmes de surveillance tout en soulignant l'importance de la surveillance génomique qui permet de déterminer l'origine et de suivre la transmission de l'épidémie. Il a par ailleurs plaidé pour la recherche scientifique pluridisciplinaire. On ne peut pas se préparer aux pandémies avec seulement des chercheurs ou bien non, nous devons être pluridisciplinaires et dans une approche One Health où le vétérinaire, le médecin, l'anthropologue travaillent ensemble. Et nous, au Congo, je crois que nous sommes prêts parce que nous avons déjà une équipe qui est chargée des essais cliniques et qui travaille. Dernièrement, nous avons fait des essais cliniques sur le tecovirimat. Nous avons prouvé qu'il n'est pas efficace pour traiter les Mpox. Et nos résultats ont été appuyés par d'autres études, STOMP et Unity, menées en France, qui prouvent également que le tecovirimat n'est pas efficace contre les Mpox. Le Japon, à travers la JICA, en partenariat avec les CDC, s'investit dans le renforcement des capacités des institutions de recherche et laboratoires en Afrique, comme l'INRB et des ressources humaines africaines. Cet événement a permis aux acteurs africains du monde de la recherche de rencontrer les partenaires et les secteurs privés japonais en vue de projeter la promotion de la recherche et le développement des médicaments et kits de diagnostic pour une bonne prise en charge des épidémies. Et puis cette réunion de prise de contact entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwandiavita et le ministre délégué près le ministre de la Défense, l'objectif est d'établir les principes de collaboration. Sandra Nyangui pour ce reportage. Cette rencontre de prise de contact marque le coup d'envoi d'une coopération étroite entre les deux personnalités gouvernementales soucieuses de répondre efficacement aux attentes des anciens militaires et de contribuer à la réforme globale des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. En présence de la secrétaire générale aux anciens combattants, le général-major Kabwanga Symphorose, maître Guy Kabombo Mwandiavita, le VPM, a brossé un état des lieux des défis actuels et projets phares en cours, tout en soulignant la mission capitale assignée au ministère par le commandant suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rebâtir une armée républicaine forte, professionnelle et respectueuse des droits de ses membres actifs et retraités. La révalorisation du statut des anciens combattants est au cœur de nos priorités.
Offrir aux soldats une retraite digne et paisible, c'est aussi garantir la cohésion et la mémoire de la nation, a déclaré Maître Guy Kabombo Modianvita. De son côté, le ministre délégué Eliezer Ntamboué a salué cette ouverture et a affirmé son engagement total pour assurer une meilleure prise en charge des vétérans. Il a insisté sur la nécessité d'un travail en tandem pour bâtir des solutions durables à travers un plan d'action coordonné. Cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre préparatoire par rapport à l'installation là où je dois prester. Le chef de l'État connaît tous les jouets. J'œuvre dans le social depuis plusieurs années. Et là où le chef m'a envoyé, c'est pour donner de l'honneur à ceux qui ont servi le pays sous les drapeaux. Et on le fera. Dans un climat de respect mutuel, les deux ministres ont convenu d'unir leurs efforts dans un esprit de proximité et complémentarité en faveur de ceux qui ont servi la patrie avec honneur. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi au sein du ministère de la Défense, celle de l'écoute, de la réforme et de la reconnaissance. J'ai dit dans les titres, plus de 70 éléments de la milice coalition du peuple pour la République dirigée par Thomas Lubanga et ses alliés des groupes armés Zaïre M23 se sont rendus au FARDC dans le territoire de Djougou et Irimou en province de l'Uturi. Cette reddition intervient après une forte pression militaire exercée par les forces loyalistes dans le cadre de l'état de siège. Regardez. Il ne s'agit pas ici d'un désarmement volontaire mais plutôt forcé après la pression militaire exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements se sont déroulés les 19 août courant. Ces mouvements CRP Zaïre de Thomas Lubanga alliés au M23 a subi de lourdes pertes dont des morts et des blessés graves. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les responsables de cette milice ont sollicité des négociations afin de cesser les combats et remettre sans condition leurs armes individuelles et collectives, dont l'objectif de sauver leur vie et donner une chance au retour de la paix dans cette zone minière. Les bilans de ces opérations fait état de plus de 70 éléments qui se sont rendus. 21 fusils AK-47 ont été récupérés, 2 mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes RPG, une caissette de munitions AK-47, une bombe RPG-7 sans fusée. Le général Boni Matiti, commandant secteur adjoint en charge des opérations et renseignements, a présidé la cérémonie. Dès aujourd'hui, les armes que vous remettez, c'est insuffisant. Vous dites que vous êtes 4000, on a besoin de voir 4000 armes. Ceux qui détiennent encore les armes, à Mabanga, rassemblez toutes les armes et remettez au gouvernement et vous aurez la paix. Et s'il y a d'autres qui continuent à cacher les armes, vraiment, on n'aura pas la pitié. Mais comme vous venez avec les armes comme ça, vous êtes des Congolais comme nos frères. Nous ne pouvons pas nous tuer. Allez propager cette nouvelle, que ce soit Mabanga, Lopa, Iga Barrière, Nizi, Solonyama, Iga Barrière, Katoto, Largou, remettez les armes. Cette dynamique répond à l'attente du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chambadjoni, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. La cérémonie officielle de cette reddition a eu lieu dans la localité de Pandourou en présence de l'honorable Daniel Ouyewa. Discuter sur les opportunités et les perspectives pour la réorganisation des questions de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire, de démobiliser des groupes armés dans l'est du pays. C'est l'objectif d'une séance de travail entre le coordonnateur national du PDD-RCS et les ambassadeurs d'Égypte et de la Côte d'Ivoire. Peggy Bokunda. La République arabe d'Égypte et la République de Côte d'Ivoire ont déterminé à renouveler leur engagement d'appui et d'accompagnement au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDD-RCS sur le processus d'aider des groupes armés dans l'est du pays. C'était une réunion sur le groupe des amis co-présidé par l'Égypte et la Côte d'Ivoire, avec mon collègue de l'ambassade de Côte d'Ivoire, le chargé d'affaires. On a discuté sur le sujet de cette réunion qui doit prendre part à New York dans les mois prochains. On est venu ici comme un message de soutien de notre part de nos deux pays. Cette année, on discute encore les perspectives et les opportunités de réorganiser une autre réunion
au sein du sous-groupe pour les questions de DDR en RDC. Enthousiasmé, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Desdieux, Désiré Ntangatita, s'exprime. MONUSCO joue un rôle important dans l'accompagnement du gouvernement à travers le PDDRCS et c'est dans ce sens que le coordonnateur de DDR au niveau de MONUSCO, mais aussi au niveau du système des Nations Unies, a été associé pour faciliter ce travail avec le pays ami, membre du groupe d'amis de DDR, mais aussi qui co-préside ces groupes de plaidoyer. Donc nous avons discuté de nos priorités, mais aussi apprécié cette amitié et cette disponibilité à pouvoir nous accompagner. La coopération bilatérale entre la RDC, l'Égypte et la Côte d'Ivoire est au beau fixe. 2 tests de loi, 2 leviers pour concrétiser le noble projet de rajeunissement de la fonction publique et sa gestion efficiente. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, était en face de près de 600 délégués de l'intérêt syndical de l'administration publique pour expliquer le contenu. Un reportage de Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moki Malouma. Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a échangé ce mercredi 20 août 2025 avec les 600 délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. Il y a d'abord la loi portant statut des agents. Cette loi vient tordre le cou au phénomène de NU, de NP, non payé, de NA, non affecté. Cette loi instaure une administration tournée vers l'obligation du rendement et des résultats avec l'évaluation des compétences et des performances. La contractualisation de la fonction publique pour des métiers qui ont été longtemps négligés dans notre pays. Les éboueurs, les paysagistes, les cantonniers. La loi instaure aussi pour les femmes le droit de cumuler le congé de maternité avec le congé de reconstitution. Elle instaure aussi la retraite à titre posthume. Le vice-premier ministre a également annoncé la mise en place d'un dispositif intérimaire de certification des listes en vue de la mécanisation des agents publics de l'État. En attendant la politique salariale, on va mettre en place un dispositif de certification des listes des agents appelés à être mécanisés. Parce que la mécanisation, pour le moment, est en train de s'opérer avec beaucoup d'opacité, avec beaucoup d'abus. J'ai même sanctionné certains agents de la cellule informatique de la direction de préparation des éléments de la paie de la fonction publique. Parmi eux, il y en a certainement qui seront révoqués définitivement de l'administration publique. Les délégués ont été appelés à jouer pleinement leur rôle de relais dans la vulgarisation des réformes engagées pour une administration performante au service des politiques publiques. Sachez également que le premier président de la Cour des comptes et le chef de service de l'Inspection générale des finances s'accordent pour une collaboration efficiente entre les 2 services pour créer une synergie autour d'un contrôle rigoureux des finances publiques. Cédric Kenina, Rigen Shindano et Bijou Ekamba pour ce reportage. C'est dans un climat d'échange constructif que la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances renforcent leur coopération. Au cœur des discussions, la transmission des rapports d'audit produits par l'Inspection générale des finances, comme les prévoit la loi organique qui fixe la composition, l'organisation et fonctionnement de la Cour des comptes dans son article 30. À l'article 30 de notre loi organique, il est dit que tous les corps de contrôle qui relèvent du pouvoir central, des provinces, tout comme des entités territoriales décentralisées, doivent transmettre à la Cour des comptes leur rapport de contrôle. Donc, l'IGF, faisant partie de ce corps de contrôle, a cette obligation-là de transmettre à la Cour des comptes les rapports de ce contrôle. L'inspecteur général des finances, quant à lui, évoque une nouvelle étape dans la consolidation des actions communes pour lutter contre les dérives financières. Nous avons échangé de façon fructueuse. Tous les échanges ont tourné justement sur comment faire une synergie entre ces différents organes
au lieu de se combattre, plutôt regarder dans la même direction pour que cette fonction contrôle telle que souhaitée par le président de la République, afin d'implémenter la bonne gouvernance de la chose publique dans le pays, puisse justement atteindre cette vision-là. Une nouvelle page renforcée qui s'ouvre dans les relations entre la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. Et puis la cellule nationale de renseignement financier et l'Ordre national des experts congolais viennent de signer un protocole d'accord pour lutter contre la fraude et le blanchiment des capitaux. Un reportage de Guy Matundu. En apposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, la cellule nationale de renseignement financier et l'Ordre national des experts comptables, qui jouent un rôle important dans la détection des flux financiers illicites, s'engagent à mutualiser leurs efforts pour lutter contre la fraude et les blanchiments de capitaux. La CNRF ne peut bien exercer cette mission qu'avec l'accompagnement des autorités ordinales, notamment l'ONEC. Donc, Monsieur le Président, nous serons en contact permanent avec vous par rapport à cette supervision basée sur les risques. Et croyez-moi, même si l'on parle des sanctions, aucune sanction ne peut être prise sans l'avis, n'est-ce pas, de votre ordre. Désormais, les entreprises ne pourront plus falsifier les états financiers avec la complicité des experts comptables sans en être exposées à la rigueur de la loi. La CNRF et l'Ordre national des experts comptables viennent de lever l'option de mener une politique commune en matière de lutte contre la fraude. L'ONEC comprend très bien les enjeux du blanchiment, raison pour laquelle nous sommes disposés à accompagner la CNRF dans tous les efforts qui sont fournis pour pouvoir sortir notre pays de la zone grise. Par ces protocoles d'accord, la RDC veut se conformer au desiderata du GAFI, le groupe d'action financière internationale qui a placé le pays sous surveillance renforcée et a enjoint le gouvernement congolais à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Doudou Famba, ministre des Finances, a reçu les mémos des syndicats UCS et DSF reprenant les desiderata des agents publics de l'État. C'était à l'issue de la première assemblée générale de ces deux syndicats qui se sont réunis au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Edith Chala et Fiston Wavingana étaient présents. L'Union des syndicats du Congo, USC, et la dynamique syndicale des finances, DSF, étaient en première assemblée générale autour des 10 points. Évaluer l'administration publique et élaborer un cahier de charges reprenant les desiderata de l'agent public qui servira de document de travail avec les partenaires du gouvernement. Le président national de ces syndicats, André Maboucha, s'estime heureux pour avoir fait aboutir cette démarche. C'était juste pour faire l'évaluation de toutes les activités de l'administration publique et aussi voir tout ce qui va se passer. C'est ce que nous avons passé en revue. Ça constitue pour nous les desiderata que nous allons déposer au VPM de la fonction publique ainsi que d'autres cahiers de charges à déposer aux autres ministres. Donc voilà. Et maintenant, vous êtes devant le centre financier. Avant de déposer ces desiderata auprès du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le président de ces deux syndicats et sa délégation se sont rendus auprès du ministre des Finances où ils ont été reçus par Doudou Famba Likunde Libotaï. En cette période où la République démocratique du Congo fait face à l'invasion de la partie est de la République démocratique du Congo par le Rwanda, il est important que l'administration publique se montre très fidèle à la patrie et surtout aux institutions de la République. Un nouvel outil de suivi des secteurs productifs vient d'être validé au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. C'était au cours de l'atelier national de validation du bulletin d'information des secteurs reproductifs de la République démocratique du Congo. Yvette Makoutima. Cette rencontre de 2 jours s'inscrit dans la dynamique implémentée par le gouvernement de la République
dans le but ultime de doter les pays d'outils fiables de planification et de suivi du développement sous la houlette du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement avec la participation des structures sectorielles de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et le partenaire techniques et financiers. Coulé sous forme d'un document présenté au cours d'un atelier, cet outil constitue un instrument central des données sur les secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'industrie, les mines et les hydrocarbures. Le développement de notre pays exige des outils permanents, des outils, je voudrais dire, pertinents, d'analyse et de suivi à la hauteur des ambitions contenues dans notre plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028, qui souligne dans son deuxième domaine de concentration relatif à l'amélioration de la gouvernance, la nécessité d'améliorer la coordination de la planification du développement à travers notamment le renforcement du système de la fonction statistique. La validation technique de ces bulletins, au-delà de son rôle d'amélioration du document, permet de recueillir l'adhésion de toutes les parties prenantes pour garantir la crédibilité et l'efficacité dans les processus de planification. La rationalisation des dépenses publiques et la lutte contre la vie chère devant la presse, la génération 4 apporte quelques propositions au gouvernement pour résoudre cette situation. Un reportage de Cédric Kenina et Yvette Makoutima. La réduction de la fracture sociale, mettre fin à la pression fiscale pour promouvoir l'entrepreneuriat sont là les axes majeurs sur lesquels s'appuie Génération 4, Mukongo Muluba Muswahili Mungala, pour appuyer l'action gouvernementale de l'équipe Souminois 2. Si vous regardez dans le G4, Génération 4, on englobe un peu un aspect économique qui est du social du peuple. Il faut soutenir les opérateurs économiques parce que c'est le social du peuple qui prime d'abord. Il faut que le peuple mange. Je pense que j'appelle le peuple congolais à être serein, à être calme. Les politiques nous sont mis debout pour un peu parler de leur cause. Un produit intérieur brut élevé permet une meilleure allocation des ressources, améliorant ainsi notre qualité de vie. Une économie forte permet de réduire les inégalités en offrant plus d'opportunités d'emploi et d'ascension sociale. Après Kimweza, la caravane de formation sur la transparence dans la commande publique a posé ses valises ce jeudi dans la commune de Kalamou, une initiative conjointe de la primature et de l'autorité de régulation des marchés publics. Après la commune de Mongafula par Kimwenza, la campagne de sensibilisation et de mise à niveau sur les procédures nationales des passations de marchés publics vient de faire escale ce jeudi dans la commune de Kalamou. Une initiative portée par l'autorité des régulations de marchés publics RMP pour vulgariser la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Maître Claude Kayembe-Mbaye, directeur général de l'ARMP, a personnellement présidé la séance devant les responsables locaux. Ensemble, seront d'accord qu'avec la maîtrise des mécanismes de passation des marchés, la commune peut optimiser l'utilisation de ses ressources. Ainsi, cette formation est conçue de manière à vous doter des outils pratiques nécessaires pour appréhender avec acuité toutes les phases de marché public. Les participants de Kalamou, à travers leur bourgmestre, ont salué cette démarche, estimant qu'elle contribue à rapprocher les textes de loi de la réalité du terrain. On va être formé par rapport aux attributions de marché. Il y en a plusieurs types de marchés. C'est pour la transparence dans les marchés de l'État. Avec Kalamou, la campagne continue son parcours dans les communes et entités territoriales décentralisées de Kinshasa, confirmant l'engagement de l'ARMP à bâtir une culture de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds publics.
La relance du secteur routier se trouve au cœur des priorités du gouvernement. Ce jeudi, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a reçu en audience le comité dirigeant de l'Office des routes. Au centre des échanges, la vétusté du réseau routier, le manque de financement pour l'entretien et la construction des routes. John Banza a réaffirmé sa volonté de relancer ce secteur vital. Reportage. Le secteur routier en République démocratique du Congo fait face à des multiples défis. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a pour ce faire échangé avec le comité dirigeant de l'Office des routes. Conduite par son président du conseil d'administration, Dieudonné Chingombe, la délégation est venue exposer les difficultés qui freinent l'efficacité de l'institution. Le président lui a confié une mission qu'il doit à tout prix accomplir. Et pour réussir cette mission-là, il veut utiliser toutes les entreprises pérennes pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Le directeur général, Janoki Kangala, a insisté sur l'urgence d'améliorer la performance de l'Office. Pour lui, les défis à relever concernent à la fois les équipements techniques et la gestion des ressources humaines. Et nous avons donné des explications en rapport avec la situation actuelle de l'Office des routes. Il s'est relevé plusieurs points qui ont retenu son attention particulière, sur lesquels il a pris un engagement pour accompagner l'Office des routes afin de relever son niveau, afin de les valoriser. Homme de terrain, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a réaffirmé sa détermination à relancer ce secteur vital, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier bâtisseur du pays. Dans un pays où la route reste la clé de voûte du développement, cette rencontre apparaît comme un signal fort de l'engagement du gouvernement pour répondre aux attentes pressantes de la population. Le député national Félix Bossekota salue la sortie du gouvernement Souminois II. Il explique les accords de paix signés à Washington et à Doha. C'était à son arrivée à Boendé, dans la province de l'Équateur, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Félix Bossekota, l'élu de Boendé, est arrivé ce jeudi 21 août 2025 à Boendé, chef-lieu de la province de la Chuapa, dans le cadre de ses vacances parlementaires, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À sa descente d'avion, la population lui a réservé un accueil chaleureux, une façon de lui témoigner sa gratitude pour ses œuvres philanthropiques et ses actions de développement, notamment la construction des routes de dessertes agricoles et la promotion de l'agriculture dans cette province qui est le grenier de la RDC. Il mettra à profit son séjour à Boendé pour non seulement communier avec sa base de l'UDPS, mais aussi demander à la population de la Chuapa de mettre au premier plan la cohésion et l'unité qui constituent des socles pour booster le développement de la province. Je demande aux jeunes de s'enrôler dans l'armée. Je salue aussi la sortie du gouvernement Souminois II. Et je dis aussi merci au chef de l'État pour la nomination du cadre de l'UDPS et de l'Union sacrée qui vont travailler pour la concrétisation de sa vision. L'honorable Félix Bossekota a enfin demandé à la population de soutenir le chef de l'État et de barrer la route à l'ennemi. Et puis cette nouvelle pour les habitants de Kinshasa, la réserve stratégique générale va procéder dans les tout prochains jours à la vente d'un stock important de farine de maïs de 25 kg à un prix à la portée de toutes les bourses, soit 35 000 francs congolais. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de renouvellement de son stock de maïs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Kinshasa va abriter d'ici décembre 2025 la 8e édition du championnat international de judo des pays francophone. Le ministre des Sports, Didier Boudimbu, a été informé de cette organisation au cours de sa rencontre avec Isidore Kwanja, directeur et coordonnateur des 9e Jeux de la francophonie. Un reportage de Bobo Anan. La ville de Kinshasa et de la Fédération nationale congolaise de judo, désignée pour organiser les championnats internationaux des sports des jeunes de la fédération de la première quinzaine du mois de décembre 2025. Décision prise le 14 août 2025 par la Confédération internationale des unions sportives de la francophonie en partenariat avec le Comité international de la francophonie qui a porté son choix sur la ville. Fort de son expérience de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, M. Isidore Kwanja a expliqué l'essence
et la portée de cette compétition. La Confédération internationale a estimé qu'on pouvait organiser ce championnat ici à Kinshasa parce que nous avons toutes les infrastructures, nous avons l'organisation et le judo est une des disciplines qui a attiré beaucoup de monde pendant les Jeux de la francophonie. C'est un événement important pour notre pays qui rentre dans la vision de notre président de la République, chef de l'État, qui veut faire du sport un outil de soft power. C'est-à-dire qu'à travers le sport, on va attirer des investissements, on va attirer le tourisme. Pourquoi le judo et pas d'autres sports? Le coordonnateur de la Fédération nationale congolaise de judo s'explique. Le judo est aujourd'hui le deuxième sport le plus populaire en RDC après le football. Et se servir du judo comme miroir de la République démocratique du Congo ne peut être qu'un grand plaisir et un honneur pour notre discipline. C'est une occasion pour la Fédération nationale congolaise de judo de montrer encore une fois de plus que le judo peut aussi être une discipline diplomatique, je me permets de le dire, pour vendre très bien notre pays. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Didier Boudimbo, ministre des Sports, a reçu cette nouvelle et a promis de s'impliquer et d'impliquer les ministres délégués à la francophonie. Bouclons ce journal avec ce communiqué. La société Starlink d'IRCSA informe le public congolais que ses services Internet haut débit à faible latence sont officiellement disponibles en République démocratique du Congo depuis le 3 juin 2025. Afin d'éviter toute confusion, nous précisons les informations qui suivent ou acheter vos kits Starlink en ligne uniquement via le site officiel www.starlink.com/CD résidentiel auprès des revendeurs agréés dont la liste officielle est la suivante. Radiocom, Colosie numéro 8122 avenue Route Likassi, premier étage, local 2, quartier Jolie Cité, commune de Manika. Lubumbashi, numéro 352 avenue N'Djamena, bureau numéro 2, bâtiment SCTP Panaco, premier étage, local 2, Lubumbashi. Kinshasa, 68/69 avenue Luambo Makadi, immeuble Beautour. Kin Center, commune de la Gombe, site web www.radiocom.cd. Seules ces entités sont autorisées à commercialiser les kits et services Starlink en RDC. Pour les informations les plus récentes sur les revendeurs Starlink approuvés en RDC, veuillez visiter le site web de Starlink DRC SA. C'est un communiqué signé par la direction générale. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été rédigé par Diane Balaka et Gauthier Kiassi sous la direction d'Oscar Balkaïj, supervisé par Jacques Kababwa. Luzette Sakala était à la coordination, Simon Kankolongo et Jonathan Moubalama l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h. Demain, 20h, vous allez retrouver Sandra Nyangui pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.